Une jeune femme est retrouvée morte dans son lit. Les légistes se concluent d'abord à une mort accidentelle. Par quel prodige? Un réveil matin, des vêtements et un sac poubelle vont-ils les faire changer d'avis et élucider un mystère? Les enquêteurs n'ont jamais réuni autant de chefs d'accusation concernant une affaire. Meurtre, incendie criminel, vol et fraude. Heureusement, indices et preuves matérielles s'accumulent sur le même rythme et permettent de résoudre l'énigme. Quand le coupable est démasqué, ses actes défient l'entendement. Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission des Enquêtes impossibles. Les deux affaires que je vous invite à suivre maintenant portent à son paroxysme le cynisme dont font preuve certains criminels pour obtenir à tout prix ce qu'ils désirent. Ces histoires sembleraient à peine croyables si elles avaient été conçues par un scénariste à l'imagination fertile. Étant authentiques, s'étant déroulées il y a quelques années dans notre société dite civilisée, elles nous plongent dans les tréfonds les plus obscurs de l'âme humaine. Voici sans plus attendre la première d'entre elles. L'armée de l'air des États-Unis possède les avions de chasse les plus sophistiqués du monde entier. En tant que mécanicien, le sergent Ron Gillette est chargé de veiller à l'entretien des appareils. Il travaille si bien qu'on l'affecte à la fois à la base aérienne de George, en Californie, et à la base de Nellis, à Las Vegas. Il était extrêmement compétent. On ne lui aurait pas confié autant de missions temporaires à la base aérienne de Nellis s'il n'avait pas fait la preuve de ses qualités. Ron, sa femme Vicky et leurs deux jeunes enfants s'installent en Californie, où ils ont tous les deux grandi. Le 28 août 1984, Ron rentre chez lui après avoir fait quelques courses. Il trouve son épouse, l'air paisiblement endormie, dans la chambre à coucher avec leur fils de 3 ans. Mais en s'approchant, Ron s'aperçoit que Vicky est inconsciente. Un sac de linge sale lui cache à demi le visage. D'après Ron, elle avait dû s'écrouler, avoir un malaise et s'allonger sur le lit. La poche avait dû glisser et à son arrivée, il a trouvé étouffé, le visage enfoui sous la poche. Quand les ambulanciers arrivent, ils ne peuvent que constater le décès de Vicky. La jeune femme avait 26 ans. Elle était allongée sur le côté et un filet de sang avait coulé de sa bouche et de son nez, ce qui nous a tout d'abord fait penser à une overdose. Ron était là, l'air égaré, pleurant à chaudes larmes, très perturbé. Ron explique aux enquêteurs que Vicky avait des problèmes d'insomnie. C'est pourquoi, la veille au soir, à sa demande, il lui a préparé un verre contenant 4 somnifères. Il semble que Vicky ait perdu connaissance en triant du linge et qu'elle ait roulé sur la poche en plastique qu'elle avait à la main. Sur la tablette de la cuisine, les enquêteurs découvrent un verre usagé et dans la poubelle, un flacon vide d'une marque de somnifères délivrée sans ordonnance. Nous avons alors envoyé au laboratoire le verre que nous avions trouvé dans la maison afin qu'il procède à des analyses avec un spectromètre de masse en couplage chromatographique qui permet de détecter la présence de drogue dans une boisson quelconque. La seule drogue dont on décèle la présence est le médicament que prenait Vicky contre l'insomnie. L'autopsie ne révèle pas grand-chose d'autre. C'était pour nous un cas problématique typique. On a une personne décédée et l'autopsie ne révèle rien de très concluant, rien de vraiment spécifique. Le médecin légiste note un gonflement des tissus des poumons, appelé œdème pulmonaire, et une égratignure sur la lèvre supérieure. Mais il ne trouve aucun indice d'asphyxie. La cause du décès de Vicky est officiellement déclarée indéterminée. Je crois que la première autopsie a conclu que les causes du décès étaient inconnues, tout en suggérant qu'une maladie ou une défaillance hépatique ait été un éventuel élément déclencheur. Les collègues de Ron confirment son alibi en déclarant que celui-ci travaillait le matin où Vicky est morte, et les enquêteurs s'apprêtent à considérer l'affaire comme un malheureux accident. Elle n'avait aucun problème de drogue ou d'alcool. C'était la maman affectueuse de 2 jeunes enfants, qui avaient, je crois, 3 et 5 ans à l'époque.
Et nous n'avions trouvé aucune espèce d'indice susceptible de nous orienter ou d'expliquer sa mort. Mais Ron Gillette, pour sa part, n'a nullement l'intention d'en rester là. Nous étions réunis au salon funéraire et Ron s'est précipité sur le cercueil, s'est agenouillé et s'est mis à sangloter et à crier en disant « Vicky, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça à mes enfants ?» Le médecin légiste déclare que la cause du décès de Vicky Gillette est indéterminée. Même pour les enquêteurs avertis, aucun indice n'amène à soupçonner un acte crapuleux. On n'avait rien du tout. On n'avait pas d'arme du crime, pas de mobile apparent. On n'avait aucun indice qui indiquait qu'un meurtre ait été commis. Enquêteurs et experts scientifiques n'ont encore aucune raison de douter que la mort de Vicky Gillette soit accidentelle. Mais l'autopsie du cadavre ébranle cette certitude. Les analyses toxicologiques révèlent en effet la présence d'environ 16 comprimés de somnifères dans son organisme. Cette dose massive de sédatifs peut être interprétée de deux manières. Soit Ron a menti aux policiers en prétendant que sa femme n'avait absorbé que 4 cachets. Soit Vicky a tenté de mettre fin à ses jours. Dans la seconde hypothèse, le médecin légiste estime néanmoins que la puissance des médicaments n'était pas suffisante pour entraîner la mort. Mis en alerte, les policiers fouillent scrupuleusement l'appartement des Gillette. Ils découvrent 2 éléments étranges. Un réveil, dont l'alarme est réglée sur 15 heures. Il est posé sur la table de chevet, dans la chambre où gisait la victime. Si Vicky avait fait une tentative de suicide, pourquoi aurait-elle voulu être réveillée au milieu de l'après-midi? Autre indice troublant. Le sac en plastique retrouvé près du corps et qui aurait pu provoquer l'asphyxie contient certes du linge, mais du linge qui, logiquement, ne devrait pas s'y trouver. Dans la poche, il y avait une chemise qui était à peine dépliée. Alors j'ai mis le nez sur les vêtements et j'ai reconnu le parfum distinctif de la lessive. Les habits n'avaient pas été portés. Ce n'était pas du linge sale. On a commencé à se poser tout un tas de questions et à envisager que c'était une mise en scène criminelle. Un témoin se présente alors et rapporte qu'il a assisté à une scène étrange le matin de la mort de Vicky. Un des voisins a vu Ron assis à attendre sur les marches de sa véranda. Et lorsque l'ambulance est apparue, il s'est mis à sangloter bruyamment. C'était assez accablant. Et pour couronner le tout, à peine 11 jours après la mort de Vicky, Ron Gillette est aperçu dans une agence de location de voitures sur la route qui le ramène de Las Vegas. La gérante me dit, vous savez, le soldat qui a perdu sa femme, il m'avait loué une voiture peu après le drame et il vient de me la ramener. Eh bien, accroché au rétroviseur avant, il y avait une décoration de mariage. Et accroché à son bras, il y avait une très jolie jeune femme hispanique. Il semblait très proche, très intime. Les enquêteurs ont du mal à en croire leurs oreilles et appellent Ron pour qu'il confirme cette histoire. Et Ron a fait, oui, c'est ma nouvelle compagne. Il a dit, je viens de l'épouser, elle est merveilleuse. Et il a ajouté, vous savez, c'est pour mes enfants, ils ont vraiment besoin d'une maman, d'une femme à la maison. Ils ont besoin de quelqu'un dans leur vie. La nouvelle m'a éberluée. Ça m'a fait de la peine pour Vicky, pour les enfants, pour ma sœur. C'était très triste. C'est le genre de choses qu'on a vraiment du mal à croire. La nouvelle épouse de Ron, Suyen, est citoyenne du Nicaragua et vit à Las Vegas. Ron déclare qu'il l'a rencontrée 1 an auparavant. Il menait 2 vies bien distinctes. La vie avec sa femme et ses enfants près de la base aérienne de George et une autre vie avec son nouvel amour près de la base de Nellis. Il était affecté là-bas en mission temporaire de façon très régulière. Suyen nous a annoncé quelque temps plus tard qu'elle était enceinte de jumeaux, ce qui était une pièce importante du puzzle. Suyen dit qu'ils sont fiancés depuis des mois et qu'elle a posé un ultimatum à Ron. Suyen a dit à Ron, si tu ne m'épouses pas au mois de septembre, c'est terminé, point final, je ne veux plus te revoir. Et Ron est très amoureux, c'est une très jolie fille. Les enquêteurs découvrent que les invitations au mariage ont été postées avant la mort de Vicky.
Soo-Yen déclare à la police qu'elle ignorait que Ron lui avait raconté des mensonges. D'après elle, elle n'était au courant de rien. Ron lui aurait raconté que Vicky était décédée d'une tumeur au cerveau 2 ans plus tôt au Mexique. Soo-Yen n'avait rien à voir dans cette affaire. Ce n'était qu'une dupe. D'ordinaire, la cause de la mort nous incite à chercher un mobile. Mais dans ce cas, c'était l'inverse. On avait un mobile, il nous fallait à présent trouver la cause de la mort. Nous pensions que Ron Gillette avait tué Vicky plutôt que de divorcer d'elle, car il s'était tellement endetté pour le mariage avec Soo-Yen qu'il avait besoin d'argent pour rembourser les dépenses qu'il avait engagées. Il avait payé la bague, la robe de mariée, les invitations au repas de noces et la lune de miel. Il avait souscrit une assurance vie pour Vicky d'un montant de 27 000 $. Cela lui aurait permis de rembourser toutes ses dettes et même d'avoir de l'argent de côté. Les enquêteurs possèdent à présent suffisamment de présomptions pour soupçonner un homicide, mais peu, voire aucune preuve scientifique. Une deuxième visite au domicile des Gillette allait peut-être porter ses fruits. Il va épouser une autre femme quelques jours après avoir enterré Vicky. Il part à Las Vegas, épouse la jeune Soo-Yen et la ramène avec lui. La ramène après la lune de miel dans l'appartement même où Vicky est décédée à peine 2 semaines plus tôt. Alors oui, je reconnais volontiers que ce genre de scénario est un peu poussé et difficilement crédible. Ce comportement étrange amène les enquêteurs à réexaminer les circonstances qui entourent la mort de Vicky Gillette. Kevin Poorman analyse la poche de linge en plastique retrouvée près du corps de Vicky. Il s'agit d'un sac poubelle tout à fait commun. Mon côté légiste a commencé à se poser les questions suivantes. Que puis-je faire avec ce sac? Quelle est donc sa valeur potentielle? Quel procédé scientifique ai-je à ma disposition pour analyser ce sac? Dans cette affaire, nous l'avons vu, l'attitude de Ron Gillette est pour le moins stupéfiante. Car il ne s'y serait pas pris autrement s'il avait voulu se désigner coupable du meurtre de Vicky. Les enquêteurs n'ignorent plus en effet que le suspect entretenait une liaison extra-conjugale depuis 1 an avec une séduisante jeune femme. Ils savent aussi que cette dernière était enceinte de ses œuvres, que Ron avait envoyé des faire-part de mariage du vivant de son épouse, et enfin qu'il avait souscrit une assurance vie sur la tête de sa femme peu avant son décès. Mais si les policiers ont mis à jour le mobile de l'assassin présumé, ils ne possèdent aucune preuve matérielle pour établir sa culpabilité. C'est pourquoi Kevin Poorman concentre ses efforts sur le sac en plastique qui recouvrait le visage de Vicky et qui, paradoxalement, contenait du linge propre. La victime, insensibilisée par les somnifères, a-t-elle été accidentellement étouffée par le sac? Ou Ron l'a-t-il asphyxiée en exerçant une forte pression sur son visage? Pour choisir entre ces 2 hypothèses, l'expert recherche des traces de produits cosmétiques sur la surface du sac. Et pour ce faire, il le place dans un caisson étanche dans lequel il vaporise de la colle forte, la superglue ayant la propriété d'adhérer à toute substance graisseuse. Et bien contre toute attente, le résultat de l'expérience est négatif. Nous avons été terriblement déçus quand il nous a annoncé le résultat. Mais après avoir appelé la police, Poorman se rend compte qu'il a fait une grossière erreur. J'ai réalisé que le sac était à l'envers. Je l'ai vu à la façon dont il est fabriqué. C'est un sac fermé à une extrémité par une couture à chaud, et quand on le met à l'envers, il perd sa forme aplatie. Poorman renouvelle l'expérience avec la colle forte, et cette fois, il trouve quelque chose. On a vu apparaître une grande marque ovale, ce qui indiquait qu'un élément de forme similaire, sans doute de texture grasse, s'était appuyé dessus. En examinant le sac sous un faisceau particulier, le légiste remarque quelque chose de plus. En éclairant avec une lumière rasante, j'ai distingué les traits d'un visage, en particulier une empreinte distendue à l'emplacement du nez et du menton, au centre de la forme ovale. Et je me souviens avoir pensé à ce moment-là, ce qui apparaît sous mes yeux ne serait-il pas le masque mortuaire de Vicky Gillette? Poorman consulte les archives médico-légales en quête d'un procédé susceptible de confirmer qu'il s'agit bien d'une empreinte faciale, mais il n'en trouve aucun.
Il décide alors d'inventer son propre dispositif, avec des sacs poubelles de la même marque que celui retrouvé chez Vicky. Nous avons demandé à une personne volontaire de placer son visage sur le sac et nous avons appuyé sur sa tête afin que le poids laisse une empreinte sur l'enveloppe. On ne cherchait pas uniquement à ce que la peau laisse un dépôt chimique. On voulait également vérifier que le visage distendait l'enveloppe du sac lui-même. Pourman utilise 6 sacs différents et chaque fois il augmente la pression sur la tête du sujet. Après le 6e essai, la volontaire déclare que la pression est trop forte et elle refuse d'aller plus loin. Pourman examine les 6 sacs et un seul d'entre eux porte des marques analogues à celles de la poche de linge. C'est le dernier sac, celui sur lequel la pression a été la plus forte. Le test prouve que l'image qui apparaît sur le sac est bien celle d'un visage humain et qu'elle s'est imprimée suite à une pression violente, non en roulant simplement dessus accidentellement. On était très satisfaits, parce qu'on tenait enfin l'arme du crime. C'était énorme. Un portrait grandeur nature de Vicky Gillette s'avère correspondre trait pour trait à l'image imprimée sur le sac poubelle. Ron Gillette est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. On n'avait jamais présenté un sac en plastique comme pièce à conviction devant un tribunal. Jamais. La défense a ironisé en appelant ça le linceul de Pourman. Mais nous, on l'a qualifié de masque mortuaire. D'après les résultats de notre enquête, c'était effectivement le masque mortuaire de Vicky Gillette. Mais l'accusation se demande si le test du sac poubelle va tenir la route devant le tribunal. L'accusation pense que Ron Gillette avait décidé des semaines, voire des mois à l'avance, d'assassiner sa femme afin d'épouser sa fiancée de Las Vegas, Sue Yen. Les appels téléphoniques à Sue Yen constituent les preuves de sa préméditation. À partir du mois d'août, il a commencé à appeler de chez lui. C'était significatif car nous avons appris que c'était Vicky qui réglait les factures. Et s'il s'est mis à appeler de chez lui dès le mois d'août, c'est parce qu'il savait que sa femme ne serait plus là pour recevoir la prochaine facture. Les enquêteurs découvrent aussi que Vicky a subi une intervention chirurgicale à la suite d'une fracture des rotules, 18 mois avant sa mort. Lors de son interrogatoire, on avoue à la police être responsable. Ron a dit Vicky avait fait tomber des biscuits. Je me suis énervé, je l'ai poussée brutalement et elle s'est brisé les rotules. On a donc une tendance avouée à la brutalité. Et cette violence conjugale envers sa femme nous a aidé à élucider cette affaire. L'accusation pense que la veille du décès de Vicky, son mari, Ron, broie 14 comprimés de somnifères et les verse dans la boisson de Vicky dans l'espoir que la dose lui sera fatale. Ron règle le réveil sur 3 heures du matin. Et quand le réveil sonne, il est surpris de voir que Vicky est toujours vivante. Il décide alors de l'étouffer à l'aide d'un sac poubelle en plastique. Mais la crème de beauté de la jeune femme, ainsi que la forme de son nez et celle de son menton, laissent leurs empreintes sur le sac. Ron retourne alors le sac sur l'envers, le remplit de linge propre et le dispose près du visage de Vicky pour faire croire à une mort accidentelle. Et pour finir, il couche son fils de 3 ans dans le lit, aux côtés de sa mère, pour dissimuler la macabre supercherie. Et c'est ainsi par ce geste franchement odieux qu'il laisse le petit garçon aux côtés de sa mère morte. Le petit ne s'est pas réveillé, Dieu soit loué. Il ne s'est pas réveillé pour découvrir le cadavre de sa mère. Et puis, Ron Gillette épouse Sue Yen 11 jours seulement après avoir assassiné de sang-froid sa première femme. Et il finance ses frais de mariage en utilisant sa prime de l'assurance vie, souscrite quelques semaines plus tôt. Il est difficile, vous en conviendrez, d'agir avec davantage de cynisme. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient envoyé aux membres de la famille les cartons d'invitation alors que Vicky était encore là. Et ils avaient commandé le gâteau, ils avaient choisi les garçons d'honneur, les smokings, les robes, etc.
Lors du procès, la défense soutient que Ron dit la vérité. La mort de Vicky est accidentelle. L'avocat s'appuie sur le fait que l'autopsie ne corrobore pas les thèses de l'accusation. Notre stratégie, du point de vue de la défense, était de démontrer qu'il n'y avait pas eu homicide et que Vicky, la première femme de Ron, était décédée dans des circonstances naturelles. Je dis bien naturelles, ou du moins de causes inexpliquées. Nous étions prêts à admettre que notre client avait entretenu des rapports amoureux avec Souyen lors de ses affectations temporaires sur une autre base militaire, mais c'était purement un fait du hasard. Et la défense possède un témoin surprise, un médecin militaire qui viendra attester qu'il n'y a pas eu homicide. Mais une découverte fortuite va venir bouleverser ce témoignage crucial. J'étais en train d'examiner les photos. J'avais le rapport écrit à côté et j'allais de l'un à l'autre. Quand soudain je me suis dit, mais attends voir, ça ressemble fort à une affaire que j'ai vue récemment, où un homme était mort étouffé sous une voiture qui était retombée sur sa poitrine en glissant d'un cric. Dans le cas de cet homme, l'asphyxie a entraîné la rupture de petits vaisseaux sanguins dans les poumons. Le docteur Clark reprend alors les images de l'autopsie et découvre les mêmes saignements dans les poumons de Vicky Gillette. Les petites zones de saignement qu'on voit ici indiquent un changement de pression dans les poumons qui se produit quand il y a obstruction de l'arrivée d'air par le nez et la bouche. Le docteur Clark révise son jugement. Il pense à présent que Vicky Gillette a été assassinée. Il en parle à l'avocat de la défense le matin même où il est convoqué à la barre. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je n'étais pas préparé à un tel coup de théâtre. L'accusation fait témoigner le docteur Clark à la barre, et ses analyses, ainsi que les empreintes découvertes sur le sac, convainquent les jurés. Si l'on n'avait pas eu ce sac en plastique, on était fichu. Impossible de prouver le meurtre sans ce sac poubelle. C'était l'arme du crime, la clé qui permettait de résoudre l'énigme. Ron Gillette est jugé coupable de meurtre avec préméditation. Il échappe de peu à la peine capitale. Et grâce à l'abstention d'un juré, il est condamné à perpétuité sans possibilité de conditionnel. Ce qui est incroyable, c'est que Ron ne purge que 15 ans de cette peine avant d'être remis en liberté pour bonne conduite. Il vit aujourd'hui à Las Vegas avec sa femme Souyen et leurs enfants. J'ignorais tout, je ne l'ai appris qu'après sa libération. Si ça me révolte, oui. Ron mérite de croupir en prison pour le restant de ses jours. Sa place est derrière les barreaux. Il a assassiné une femme avec une cruelle indifférence. Il avait envie de mener une autre vie, alors il a pris la mère de ses enfants, sa femme depuis plusieurs années, et il l'a tuée, car il avait de meilleures choses à faire. S'il ne nous appartient pas de commenter la décision de justice et de nous étonner de la peine relative infligée à Ron Gillette pour le meurtre avec préméditation de sa femme, on peut apprécier l'étendue des techniques utilisées par les experts scientifiques. Autopsie de la victime pour déterminer la dose de somnifères absorbée et étudier l'état de ses poumons. Analyse poussée du sac à linge, reconstitution du mode opératoire et examen des relevés téléphoniques ont fourni les preuves matérielles pour étayer l'accusation. Il est également vrai que l'enquête se serait sans doute déroulée d'une toute autre façon si Gillette ne s'était pas affiché au bras de sa seconde épouse, à peine la première enterrée. L'affaire que je vous invite à suivre maintenant repousse plus loin encore les limites de l'immoralité, car lorsqu'un prédateur accumule cynisme, absence totale de scrupules, manipulation et appât du gain, que reste-t-il encore de son humanité ? La criminalité est plutôt faible à Newman Lake, petite ville de Spokane, dans l'État de Washington. C'est pour cette raison que Bob Wood s'y installe après son divorce. Ce qui m'a plu chez Bob, c'est qu'il semblait très attentionné avec ses enfants. C'était un père célibataire. À l'époque, j'étais mère célibataire. Ça nous faisait pas mal de choses en commun. Bob a la garde de ses deux enfants, Teresa, 16 ans, et Christopher, 11 ans. Pour la famille Wood,
le matin du 9 février 1999 commence presque comme les autres. Teresa part pour l'école vers 8 heures, Bob Wood part travailler peu de temps après, et Christopher est le dernier à quitter la maison. Vers 8h30, des voisins voient de la fumée sortir par les fenêtres et appellent les pompiers. Le proviseur de l'école est venu à la maison et il nous a annoncé que Chris ne s'était pas présenté à l'école et qu'il pouvait se trouver dans l'incendie. Les pompiers fouillent la maison, essayant désespérément de le retrouver. Parfois, les enfants se cachent dans un bâtiment après avoir mis le feu. On ne savait pas s'il avait fait ça, s'il était allé se cacher ailleurs dans la maison, dans un endroit envahi par la fumée. Je me suis plus ou moins dit que Christopher avait mis le feu accidentellement, parce que quelques semaines plus tôt, Bob m'avait appelé et il m'avait dit que Christopher lui posait des problèmes avec les allumettes. Christopher avait envie de mettre le feu. Mais les pompiers ne le retrouvent pas. Bob Wood apprend qu'il y a le feu alors qu'il est en route pour son travail. Quand il revient chez lui, le centre de la maison est entièrement détruit. La priorité de Bob est de retrouver son fils, Christopher, qu'il soupçonne de se cacher par peur. Il n'a pas à s'inquiéter pour la maison ou pour ce qui s'y est passé. Tout ce qu'il doit faire, c'est rentrer chez lui. C'était au milieu de l'hiver. Par conséquent, tout le monde avait peur que Christopher se cache dans les bois et meure de froid. Le climat est rude à Spokane. Les voisins et les adjoints du shérif organisent une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de la ville. À environ 8 km, un automobiliste découvre le sac à dos de Christopher sur le bas-côté de la route. Mais il n'y a aucune trace de Christopher. Pendant ce temps, les enquêteurs ont besoin de savoir si l'incendie est criminel ou pas. Ils font donc venir un chien dressé pour détecter la présence de matériaux inflammables. Mais le chien ne trouve rien. Les enquêteurs découvrent cependant que le feu est parti du salon. Il y avait un motif en V qui partait du canapé contre un mur, et il y avait une ligne très distincte, ou une démarcation, le long du mur qui partait en direction du bout du canapé. Sachant la fascination que les allumettes exerçaient sur Christopher, les enquêteurs en déduisent qu'il peut être l'auteur de l'incendie. En effet, quand un feu se déclenche sur le canapé d'un salon, il est rare qu'il soit accidentel. En attendant de pouvoir en établir la preuve, ils focalisent leurs efforts sur la recherche du garçon. Pendant 2 jours, volontaires et policiers ratissent les alentours sans succès, jusqu'à ce que le conducteur d'un chasse-neige découvre par hasard le petit corps sans vie dans une congère. Il gît le long d'une route déserte, à 80 km de la ville. Je m'en souviens. Ça m'a... brisé le cœur. Il y a des traces de ligature autour du cou de Christopher, ce qui prouve qu'il a été étranglé. Il nous a semblé que Christopher n'avait pas été assassiné sur place car la neige était quasiment vierge. Il n'y avait que quelques traces montrant que quelqu'un s'était arrêté là et avait déposé le corps sur le bord de la route. Au cours de l'autopsie, les experts médico-légaux ne trouvent aucun élément prouvant que Christopher aurait mis le feu. L'examen des mains de Chris n'a révélé aucune trace de suie ou de produit inflammable. Il n'y avait pas de suie dans les poumons, pas de dioxyde de carbone dans le sang. Mais les enquêteurs découvrent un indice décisif prouvant que Christopher a été enlevé. Ses baskets sont mises au mauvais pied. Chris avait 11 ans. Il ne se serait pas trompé de pied. Mais si on habille un corps inanimé, on peut facilement inverser les chaussures droite et gauche, et apparemment, c'est ce qui s'est produit. Il y a maintenant 2 affaires à élucider. Un incendie criminel et un homicide. L'école primaire d'East Farms a posé une plaque commémorative pour Christopher. Ils nous ont tous invités, c'était très émouvant. Et ils m'ont donné cet album qu'ils avaient constitué. Les camarades et les professeurs de Christopher
rassemblent quelques-unes de leurs histoires préférées et des souvenirs de Christopher. La famille apprécie énormément ce geste. Certains poèmes, surtout un en particulier, me font pleurer à chaque fois que je les lis. Les enquêteurs se jurent de trouver le ou les responsables de l'homicide et de l'incendie criminel. Je crois que le sentiment sous-jacent dans le voisinage, c'est que c'était un prédateur qui avait enlevé Chris Wood. C'est ce qui faisait le plus peur aux gens. On a une base de données pour les délinquants sexuels répertoriés. En étudiant ces données, on a vu que certaines de ces personnes se trouvaient dans la région. Étant donné que l'autopsie ne révèle aucune trace d'abus sexuel sur Christopher, il semble improbable que le crime ait eu une motivation sexuelle. Les enquêteurs demandent à Bob Wood et à sa fille leur emploi du temps pour le matin où l'incendie a eu lieu. Teresa affirme être partie pour l'école à 8 h. Bob déclare être parti travailler vers 8 h 20. Christopher prend alors son petit déjeuner. Il ne part jamais pour l'école avant 8 h 30. Aucun voisin ne se rappelle avoir vu Christopher ce matin-là. Les enquêteurs commencent à remettre en question l'emploi du temps de Bob Wood pour le matin de l'incendie. Ils se souviennent qu'il a mis longtemps pour arriver chez lui après avoir appris qu'il y avait le feu. Il a mis près de 2 heures pour rentrer chez lui alors que le trajet dure 66 minutes au maximum. Une question se pose, comment expliquer ce retard? On peut logiquement supposer que, prévenu par téléphone de l'incendie de sa maison, Bob Wood se soit précipité sur les lieux. Or, inexplicablement, il met le double du temps habituel pour effectuer le trajet. Pourquoi? Où était-il au moment de l'appel? Qu'a-t-il fait pendant 1 heure? Comme ces questions restent sans réponse, les policiers épluchent son passé et ses comptes. Ils découvrent bientôt que bien qu'il gagne environ 100 000 $ par an comme agent immobilier, il en dépense bien davantage. Aurait-il lui-même incendié sa maison pour toucher la prime d'assurance? Il avait aussi construit un immense garage derrière chez lui pouvant accueillir une voiture, des motoneiges et tous ses petits passe-temps. Il aimait réparer des voitures. Il le faisait aussi au fond du garage. Les enquêteurs apprennent également que Bob a été licencié par son agence immobilière quelques semaines plus tôt. En travaillant pour eux, Robert Wood leur avait volé pour plus de 100 000 $ de matériel. Et ils nous ont dit d'être très méfiants parce qu'il avait pu mettre volontairement le feu pour toucher l'assurance. Et Bob a 3 polices d'assurance sur son fils Christopher pour une valeur de 80 000 $. Bob Wood a donné une mallette à un voisin. Cette mallette contenait des documents financiers. Il y avait les polices d'assurance sur Chris et une photo de Chris. Aucun de ces documents ne portait de traces de suie. Ils avaient donc été retirés de la maison avant l'incendie. Wood est réputé pour tenir à jour ses documents financiers. L'employé d'un magasin de photos appelle la police pour dire à quel point Wood est méticuleux. Bob avait déposé des pellicules pour les faire développer. Je pense que c'était le lendemain de l'incendie. Et on a découvert qu'il y avait des photos de l'intérieur de sa maison avant l'incendie et des prises de vue sous le même angle, mais après le feu. Quelle étrange coïncidence. C'était vraiment idiot de prendre des photos de sa maison avant et après sur la même pellicule. Les enquêteurs fouillent le garage de Wood à la recherche de preuves. Sur l'aile de la voiture de sport de Bob, ils découvrent ce qui s'avère être le contenu d'un estomac. Ils trouvent des taches similaires à l'arrière de la voiture que Bob conduisait le jour de l'incendie. Malheureusement, les scientifiques ne peuvent pas obtenir de profil ADN à partir du contenu de l'estomac. Je savais que les sucs présents dans l'estomac détruisaient l'ADN. Du moins, je m'en doutais fortement, et grâce à quelques coups de fil rapides, j'en ai eu la confirmation. Toutefois, j'ai fini par appeler dans tout le pays pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me parler de la valeur du vomi en tant que preuve. Les enquêteurs espèrent que cette substance biologique pourra leur révéler quelque chose.
Les enquêteurs se disent que le contenu d'estomac trouvé à l'arrière de la voiture de Bob Wood et sur l'aile de sa voiture de sport pourrait leur apprendre ce qui est arrivé à Christopher Wood. Les échantillons sont donc envoyés au laboratoire médico-légal. L'inspecteur Bill Schneck examine la substance avec un microscope à lumière polarisée. J'ai trouvé de très petits fragments végétatifs, des particules d'avoine, de son, de farine et de l'amidon. Au vu de ces données, Schneck se dit qu'il s'agit d'amidon de blé et de maïs. Pour en avoir la certitude, Schneck analyse les échantillons avec une solution d'iode de potassium. Et lorsqu'on met une goutte de cette solution sur les résidus de vomi, l'amidon prend une coloration violette ou bleu-violet. Le test est positif. Schneck sait que l'avoine, le son et l'amidon de blé sont des ingrédients courants dans les céréales pour petit déjeuner. Il découvre la même substance biologique sur la chemise que Christopher portait le jour de l'incendie. Schneck découvre une boîte de céréales sucrées dans la cuisine des Wood. Selon la sœur de Christopher, c'est ce que l'enfant aurait mangé le matin où il a été assassiné. Après l'examen des taches de vomi sur la chemise et les deux voitures, j'en ai déduit qu'elles venaient toutes de la même source, et très probablement de ces céréales pour petit déjeuner. Les enquêteurs développent une théorie sur la façon dont le corps de Christopher a été transporté. Christopher a été tué dans la matinée, et la voiture de Bob Wood avait un plateau découvert à l'arrière. On savait donc qu'il avait dû cacher le corps d'une façon ou d'une autre. On a commencé à chercher les poubelles qu'il avait chez lui, mais il n'y en avait qu'une. Selon les voisins, il en sortait en général 2 sur le trottoir. Où est donc la poubelle manquante? On a parlé à la fille de Bob, et on a découvert que le lendemain de l'incendie, il avait fait laver sa voiture, y compris le plateau à l'arrière. Près de la station-service, les enquêteurs découvrent une poubelle abandonnée sur place. C'est le même modèle qui a disparu de chez Bob. Mais les enquêteurs doivent en avoir le cœur net. Schneck remarque des traces de peinture sur les 2 poubelles. J'ai examiné la peinture qui se trouvait sur la poubelle, et j'ai découvert qu'elle contenait du dioxyde de titane. C'était un des principaux ingrédients inorganiques. J'ai comparé avec la peinture trouvée sur la poubelle dans la maison de Robert Wood. J'y ai trouvé des particules de peinture dont la composition était la même. Schneck se sert ensuite d'un microscope électronique pour analyser le contenu de la poubelle. Il découvre des traces de vomi concordantes avec le contenu de l'estomac de Christopher, ainsi que des particules brillantes et métalliques. Ces particules sont les paillettes qui se trouvaient sur le sac à dos de Christopher. Après avoir examiné le contenu et toutes les traces de résidus sur les vêtements de Chris et son sac à dos, j'en ai conclu que Chris Wood s'était trouvé dans la poubelle à un moment donné. Même avec cette information, les enquêteurs ont besoin de preuves supplémentaires pour relier Bob Wood au meurtre de son fils. Ils vérifient les appels passés et reçus depuis son portable et découvrent que Wood se trouvait près du corps de Christopher, à 80 km de chez lui, lorsqu'on lui a signalé l'incendie. Autrement dit, il se trouvait à l'endroit où le corps de Chris a été abandonné, au moment où celui-ci a été abandonné. Si Bob Wood se trouvait non loin du cadavre de Christopher, à 80 km de chez lui, l'inconcevable devient possible. Wood pourrait être le meurtrier de son propre fils. D'autant que cette hypothèse révoltante s'appuie déjà sur une multitude d'indices compromettants. Les traces de vomi de l'enfant retrouvées sur une aile de sa voiture, sur la plateforme du pick-up, à l'intérieur de la seconde poubelle et sur le sac à dos. D'abord incrédules, puis écœurés, les policiers doivent se résoudre à admettre les faits. Par ailleurs, les photos prises par Wood avant et après le sinistre semblent également faire de lui l'auteur de l'incendie signalé par les voisins à 8h30. Pour être en mesure de prouver sa responsabilité, les experts doivent établir que le feu a été allumé 10 minutes plus tôt, vers 8h20, heure à laquelle Wood prétend avoir quitté la maison. Pour calculer avec précision
la vitesse de combustion du canapé d'où est parti le feu. Ils achètent dans le commerce 3 exemplaires identiques et ils procèdent à des essais. On voulait voir comment le canapé se comporterait une fois exposé aux flammes. Combien de temps lui faudrait-il pour brûler entièrement? À quel moment atteindrait-il le maximum de chaleur dégagée? Et combien d'énergie le canapé produirait-il? Étant donné la taille du salon des Wood, le feu aurait dû générer au moins 2200 kW d'énergie pour détruire la pièce en 10 minutes. Des tests révèlent que le canapé en flammes aurait généré encore plus d'énergie dans ce laps de temps. Monsieur Wood a dit qu'il était parti à 8h20. On en a donc conclu qu'il était présent au moment où l'incendie avait démarré. Bob Wood est arrêté et accusé d'incendie criminel et d'homicide volontaire. Je suis toujours étonné de voir la vérité dépasser la fiction. C'est le pire cas d'incendie criminel pour motif financier que j'ai vu dans toute ma carrière. Pendant son incarcération, Bob Wood continue à clamer son innocence. Jamais je n'aurais fait de mal à mon fils. Je l'aimais beaucoup, c'était un gentil garçon. Et il méritait de vivre. Il le méritait, vraiment. Son ancienne petite amie affirme pourtant que Wood ne traitait pas toujours bien Christopher. Il était vraiment dur avec Christopher. Et si Christopher faisait quelque chose de mal, il le corrigeait immédiatement. Et il devenait vraiment violent avec lui. Mais Teresa, c'était sa petite fille. Je trouvais qu'il traitait ses 2 enfants de façon très différente. Les dépenses excessives de Wood le mènent à l'endettement. Pire encore, il perd son emploi pour avoir détourné près de 100 000 $. Les enquêteurs pensent que Bob a tué Christopher pour les 80 000 $ d'assurance vie. Par un froid matin de février, Wood attend que Teresa parte pour l'école. Puis il tue son fils. À ce moment-là, Christopher vomit, laissant ainsi une preuve qui accusera son père par la suite. Bob finit d'habiller Christopher, mais il inverse ses chaussures en les lui mettant. Tandis qu'il transporte le corps de Christopher jusqu'à sa voiture, Bob frôle sa voiture de sport et laisse par inadvertance des traces du contenu de l'estomac de son fils sur l'aile. Il met le corps de son fils dans la poubelle sur le plateau arrière de sa voiture. Bob retourne à l'intérieur, met le feu au canapé, prend le sac à dos de son fils et quitte la maison à 8h20. Bob dépose le corps de son fils dans une congère à 80 km de chez lui. C'est là qu'il reçoit un appel sur son portable lui annonçant l'incendie. Sur le chemin du retour, Bob jette le sac à dos de Christopher sur le bord de la route. Il lave sa voiture, mais oublie de faire disparaître toutes les traces biologiques. Et il abandonne la poubelle près de la station-service. L'analyse de la peinture par les experts médico-légaux révèle que la poubelle abandonnée provient bien de chez Bob. Et les preuves biologiques révèlent que Christopher se trouvait à l'intérieur. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il l'a tué. L'argent de l'assurance n'était pas suffisant pour le tirer d'affaire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ou alors, c'est que c'était un véritable monstre. Mais un coup de théâtre abrège cette tragédie. 5 mois avant l'ouverture de son procès, Bob Wood se suicide dans la cellule de sa prison en se pendant au câble du téléviseur. Ce qu'on a obtenu de plus proche des aveux de Wood a été découvert après son suicide. On a reçu un appel d'une femme médium qui disait lui avoir rendu visite en prison. À ce moment-là, il lui aurait affirmé qu'il n'y avait que 3 personnes qui savaient ce qui était arrivé à Christopher. Lui-même, Christopher et Dieu. Shelley Kellogg refuse la demande en mariage de Bob Wood quelques jours avant l'incendie criminel et le meurtre. Pour certains policiers, Shelley aurait été la cible initiale,
Mais la rupture a modifié la tournure des événements. Les policiers sont persuadés que si je l'avais épousé, j'aurais été tuée aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, ce ne sont que des hypothèses. Mais selon eux, ça aurait été bien pire. Des documents avaient disparu de chez moi. Des documents personnels, des renseignements sur ma carte de sécurité sociale avait disparu. Même si le suicide de Wood a empêché le procès, il est très probable que Wood aurait été condamné. Les experts médico-légaux sont étonnants. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans et ils apportent toujours un élément nouveau dans une affaire. On retire beaucoup de plaisir personnel quand on participe à la résolution d'une affaire de meurtre. Évidemment, je ne suis qu'une petite pièce d'un puzzle bien plus important. Mais dans cette affaire précise, je pense qu'une grande partie de mon travail a été très importante. Et j'en suis très satisfait. Il n'y avait aucun témoin pour voir le corps de Christopher transporté hors de la maison. Il n'y avait aucun témoin pour voir son corps jeté sur le bas-côté. C'est la science qui a permis d'élucider cette affaire. Et personnellement, je trouve ça fascinant. Ainsi s'achève cette histoire qui, avouons-le, dépasse l'entendement. Car c'est l'histoire d'un homme qui a tué son fils et brûlé sa maison dans le seul but d'usurper des primes d'assurance et d'éviter sa ruine. C'est l'histoire d'un homme qui avait estimé la vie de son fils à 50 000 €. Sachez encore que Wood a toujours clamé son innocence, en dépit de l'avalanche des preuves médico-légales qui l'accablait. Les misérables arguments de sa défense étaient que Christopher avait incendié la maison, puis qu'il avait été assassiné par l'inconnu qu'il avait pris en autostop à bord de sa voiture lorsqu'il avait pris la fuite. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie et de nous rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur cette antenne pour 2 nouvelles enquêtes impossibles.